Je voulais d'abord remercier les organisateurs et je me sens un peu intimidée par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à présent, parce que moi je pars, en effet, bon, j'ai fait une thèse de doctorat en histoire de l'art, mais je suis vraiment une historienne de l'art. Et toute ma pratique en tant que commissaire et directrice d'un lieu part de cet élément-là et part d'un... Là, je renoue avec ce qui a été dit. Je me sens toujours une spectatrice. Pour moi, c'est fondamental de garder cette ouverture par rapport à la culture en tant que spectatrice. Et en fait, je voulais vous parler de trois termes qui, pour moi, sont fondamentaux dans tout ce que je fais et dans tout ce que je défends, parce que je me sens aussi vraiment la défenseuse, si on peut dire ça comme ça, de personnes qui ne peuvent pas toujours se défendre eux-mêmes, et je crois que c'est un élément démocratique très important, et c'est là le lien aussi entre la culture et la démocratie. Alors on a parlé de la police de la culture, on a parlé de la censure, on a parlé des modèles culturels. Moi je voudrais revenir sur trois terminologies. C'est d'abord la limite, quelles sont les limites? Et ce sont en fait trois terminologies qu'on peut très bien définir et par rapport à la démocratie et par rapport à la culture. Les limites, elles sont partout. Et moi en particulier, je les sens très fort dans ma pratique de responsable d'un lieu culturel, et en particulier dans un lieu comme Art et Marge ou d'autres lieux, où j'essaye de défendre des personnes qui, par eux-mêmes, n'auraient peut-être pas la possibilité d'exposer leur œuvre, et qui posent, sans le savoir, très souvent, la question de la limite de l'œuvre d'art. Quand une création est réalisée par quelqu'un qui n'a pas de pratique académique, qui crée par exemple dans une prison, qui crée dans une institution psychiatrique, et qui n'a pas cet objet de vouloir le montrer, et là je reviens à l'élément du processus qui est fondamental, où est-ce que se situe cette limite de l'œuvre d'art? Et je crois que là, pour moi, la culture reste interpellante et intéressante, c'est que ces limites ne font que bouger par le temps continuellement. Et la limite qu'on va mettre maintenant, et qui est que vous avez souligné, eh bien, cette limite, elle ne fait que bouger. Et là aussi, il y a un lien avec la société, parce que cette limite, dans l'art des dernières décennies, la limite entre l'art et la société est devenue très très difficile à cerner. C'est-à-dire que les artistes, pour le moment, ont une position de déceler des problèmes qu'il y a dans la société et de les représenter, mais aussi par la création, de transcender justement cet élément politique et de donner la possibilité aux spectateurs de transcender seulement l'élément politique pour aller vers le culturel. Donc d'abord la limite, puis l'altérité. Qu'est-ce que l'altérité? Et à partir de quand est-ce qu'on peut parler d'altérité et en démocratie et en culture? L'altérité, elle est, Foucault en a parlé évidemment par rapport à la folie. L'altérité, elle est présente aussi dans la culture, parce qu'on va créer des marges, on va dire cet élément-là, cet artiste-là, il peut être montré dans un haut lieu. Je reprends cette terminologie de haut lieu de la culture, et cet autre ne peut pas être présenté dans ce lieu. Donc cette altérité en société et en art, de quelle manière est-ce que l'artiste va offrir une lecture critique aussi face à la société? L'altérité, c'est aussi ça. C'est comment pointer à un moment une différence et comment la transcender en tant qu'artiste. Et puis le troisième élément qui pour moi est fondamental par rapport à tout ce que je défends, parce que je défends une vision très humaniste de l'art, très ouverte et très démocratique, c'est le terme de la liberté. La liberté peut être un terme bateau, que vous allez trouver ça un terme bateau, mais cette liberté, elle est fondamentale pour les artistes. Et par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, je trouve que ça a été fort remis en question, cette liberté de l'artiste, est-ce qu'elle existe? La liberté du spectateur aussi, est-ce qu'elle est encore présente aujourd'hui? De quelle manière, en fait, est-ce que l'art doit rester un espace de liberté, et est-il encore un espace de liberté par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin? Donc peut-être réagir aussi par rapport à ce qui a été dit, c'est que la culture doit rester accessible évidemment, et doit être un terrain de questionnement par rapport aux limites des institutions, aux limites entre tous les acteurs qui sont présents dans le monde de l'art et dans le monde de la politique aussi.
Voilà. Ce qui, moi aussi, m'anime dans ma pratique, c'est surtout la question, ce n'est pas la réponse. Et je suis en continuel questionnement, et je crois que c'est beaucoup plus intéressant que de vouloir affirmer les choses. C'est peut-être la résistance, je ne suis peut-être pas toujours tout à fait d'accord. Je crois qu'en art, il y a une forme de résistance. Cette résistance est présente, mais peut-être qu'il faudrait définir ce que vous entendez par le terme réel de résistance. Parce que je crois que, de par l'histoire de l'art, on peut montrer que beaucoup d'artistes ont résisté à la société et ont justement, par le biais de leur création, permis une forme de résistance et par leur liberté d'artiste. Voilà, merci. Merci beaucoup, Karine. Je pense qu'on va revenir à ces idées de résistance et de liberté. Je préfère d'abord donner la parole à notre dernier intervenant de cette table ronde, Arnaud Théval, qui est artiste, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Nantes et qui enseigne à Bordeaux. Je suis incapable de prononcer le nom de l'école. Nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Oui, c'est ça. L'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Voilà. Dans le champ art et technique de la représentation et en mobilité avec des pédagogies co-construites dans les champs sciences et techniques de l'architecture. C'est formidable, hein? Vraiment formidable. Il va développer tout ça. Alors, je pense que ce qui est important, c'est la démarche artistique d'Arnaud Théval, dont il va nous parler certainement, qui se construit vraiment selon des protocoles qui sont nés dans des contextes sociaux dans lesquels il s'immerge. Donc voilà, il y a là un rapport entre certainement culture et démocratie tout à fait enraciné, et je pense qu'il va nous parler de ça. Vous utilisez la photo, vous utilisez les mots, mais vous travaillez aussi avec des groupes de personnes, hein, si je ne m'abuse, et je pense que c'est ça que vous allez nous raconter. Voilà. Alors, écoutez, bonjour à tous, merci de votre invitation. Christian, j'ai pas réussi à te perturber plus que ça dans ton récit, mais c'est pas grave. Donc moi, je suis d'abord super content d'être ici, parce que d'abord, j'ai une relation à Bruxelles qui est un peu particulière, parce que j'y ai fait des installations d'œuvres d'art dans l'espace public précisément, et à l'époque où la question du travail avec l'autre, la question du travail en immersion justement dans des quartiers populaires était une problématique posée par la SLRB à l'époque. Et donc voilà, moi j'ai pas préparé de diaporama ou en tout cas de grands discours. Par contre, j'ai des tonnes d'envie de réaction à tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, y compris ce que j'ai entendu à l'instant. Juste pour vous qualifier un peu mon travail, moi j'ai un travail donc qui est un travail d'implication avec l'autre pour le questionner sur tous les enjeux de représentation, tout ce qui est de l'ordre du stéréotype, tout ce qui est de l'ordre de comment on est assigné à des représentations qui nous enferment. Alors la notion d'enfermement, c'est quelque chose qui va être un peu récurrent dans mon travail. Je ne l'avais pas tout à fait perçu au tout d'abord, de prime abord. Et je suis donc sur le terrain de l'autre et du travail avec l'institution. Moi, je suis un artiste, non pas institutionnel, mais un artiste qui aime travailler avec le politique au sens général, on pourra en revenir avec Christian après, mais aussi avec les hommes politiques dans cette tension que j'aime installer entre l'art, en tout cas ma démarche à moi, hein, qui est une démarche d'aller au contact de l'autre, y compris pour moi dans un enjeu d'émancipation, la mienne, hein, et puis d'aller travailler avec l'autre sur comment on peut l'impliquer dans un processus qui est un processus qui appartient à l'artiste et qui n'est pas un processus participatif qui va générer des œuvres créatives d'amateurs, hein, ce qui est une différenciation qui est très importante. Et elle est très importante parce qu'elle génère beaucoup de confusion, et notamment depuis ceux qui commandent la culture et ceux qui polissent la culture. Donc je suis aux confins, moi, de cette problématique d'être un artiste qui va travailler hors les murs, assez rarement dans l'espace du musée ou de la galerie, même si ça m'arrive. Et donc je suis toujours, moi, confronté à cette dimension de l'installation de l'œuvre dans l'espace de l'autre, dans l'espace public, et qu'est-ce que ça va générer comme frottement, comme conflit, et parfois comme violence et comme réaction. Je cherche le conflit, je l'assume en tant que tel, comme étant un des moyens de me déplacer et de déplacer l'autre de ses assignations, c'est-à-dire de l'emmener sur un terrain qui n'est pas forcément celui attendu et pas forcément celui qu'on attend de lui. J'ai conscience que tout ce que je suis en train de raconter, c'est un petit peu abstrait, parce qu'habituellement, je suis avec une projection. En tout cas, ce que je peux dire, peut-être pour résumer ma démarche, c'est qu'elle instaure un espace long. Quand je dis long, c'est de l'ordre de 2, 3, 4 ans, sur un terrain, et il va me falloir moi énormément de temps
pour construire un espace de travail qui va être mon atelier dans lequel les autres vont rentrer et parfois sortir, d'ailleurs des temporalités un petit peu différentes. Et ça va générer des formes plastiques qui vont être en interaction avec le contexte. Ça va pouvoir être de la photographie installée directement dans les lieux, mais ça va pouvoir également être du texte, ça peut être de la vidéo, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des autocollants, ça peut être des objets dérivés. Je vais employer le mot objet dérivé, c'est-à-dire pour reprendre l'espace marchand, là, mais même s'il appartient à celui de l'art, je l'assume complètement. Et donc voilà, je vais avoir tout un boulot comme ça qui va à la fois interroger et tordre aussi les enjeux, comment dire, de la relation à l'institution classique qui envoie les artistes travailler qui est avec les pauvres, qui est dans les hôpitaux, qui est dans les prisons, etc. On envoie assez peu les artistes travailler finalement chez les riches, parce que les riches n'ont pas besoin, parce qu'ils ont accès à la culture. Allez, une petite provocation, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de venir aussi de mettre en tension, donc vous avez bien compris, ma relation à l'autre dans un processus d'échange, ma relation et la relation de l'autre dans l'image qui va émerger, et comment l'institution, qu'elle soit culturelle, politique ou artistique, va aussi réagir à cette situation-là. Donc moi, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels j'aimerais rebondir. Peut-être le premier élément, Christian, c'est la question de la police des cultures. C'est-à-dire, quelque chose qui m'agace terriblement. Alors je vais faire un petit flashback à Bruxelles, notamment. J'avais fait une conférence au tout début du projet qui s'appelait Ruby, qui est une installation sur les abords d'un logement social à Ixelles. Et j'avais fait une présentation du projet In Progress. Et alors à l'époque, il fallait absolument que l'artiste travaille avec l'habitant. Et moi je trouve ça très bien de travailler avec les habitants. Puis souvent, quand on parle des quartiers populaires, on pense qu'il n'y a que des habitants. Et dans les quartiers populaires, il y a des habitants, mais il y a aussi des travailleurs sociaux, il y a aussi des hommes politiques, il y a tout un tas de personnes. Donc l'enjeu était d'impliquer tous ces acteurs qui font l'espace public et non pas de cibler mon travail à un public donné. C'est quand même assez terrible. Je n'emploie jamais le mot public. D'ailleurs, c'est certainement pas un public quand je travaille avec eux. Ce sont des individus quelque part. Et à partir de là, ça change tout. Et puis, j'avais fait une présentation comme ça. Et il y avait dans la salle beaucoup de travailleurs sociaux. Et je me souviens, à l'époque, ils étaient très heurtés avec cette idée qu'un artiste, puisqu'il travaille avec des gens dans un contexte populaire, n'ait pas à demander l'avis aux gens pour choisir la couleur, quoi, etc. Et alors, pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'il me semble très important qu'on fasse attention à la confusion qu'il y a en général lorsque un artiste travaille dans un contexte donné à développer son œuvre, et j'insiste sur le mot son œuvre et je le revendique, et quand un artiste va travailler dans des lieux pour faire un atelier de pratique artistique desquels vont émerger plutôt des créations plutôt que des œuvres. Donc j'aimerais bien revenir aussi sur cette notion d'œuvre d'artiste et d'œuvre de public amateur. Je pense que là il y a quand même des choses qui sont allègrement franchies et qui me posent moyennement en question. Et quand on aura fini de nous cogner sur la tête, je pense que je pourrais retrouver le fil de ma pensée. Enfin voilà, je peux continuer un petit peu longtemps comme ça, mais je pense que ça va être... Voilà, c'est un peu abstrait, donc j'ai lancé plusieurs pistes de débat, et évidemment il y en a beaucoup d'autres. J'aimerais revenir peut-être aussi un peu plus longtemps sur ce qui m'a un petit peu questionné ce matin, sur la question du centre et de la périphérie, c'est-à-dire de ramener à un centre et puis qu'il y aurait une périphérie qui serait ceux qui n'ont pas accès à la culture. Ça, je trouve que c'est un vrai problème, et peut-être qu'il faudrait penser à réinterroger ce paradigme-là, en trouver un autre, et de se dire qu'il n'y a pas toujours le centre qui doit ramener à lui les choses, et que peut-être qu'on peut penser de façon plus transversale. Alors je rebondis sur la présentation, et notamment sur ce que je fais dans une école d'architecture, parce que j'enseigne l'art dans une école d'architecture, mais j'enseigne aussi avec cette tension particulière de générer de la co-construction. Alors, la co-construction, c'est un terme super à la mode, c'est vraiment hyper tendance. Et à la fois, c'est hyper compliqué, parce que souvent, on se met côte à côte, et puis on construit en étant côte à côte. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse aussi dans cette discussion-là sur culture et démocratie et culture, c'est comment finalement on peut penser aujourd'hui des projets liés à l'art, moi ça c'est mon job, mais qui ne soient pas, pensés uniquement verticalement, c'est-à-dire depuis un centre vers une périphérie, mais qui soient pensés plutôt de façon horizontale, c'est-à-dire comment on va se saisir des problématiques des autres, travailler avec, partager les codes, et comment, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'émancipation, c'est pas moi qui émancipe les gens. L'émancipation est dans une réciprocité, et je pense qu'il y a tout cet aller-retour-là qu'il faut bien être capable de mettre en jeu. Voilà, moi j'aime bien mettre en jeu, prendre des risques, et puis évidemment j'ai mes codes et j'ai mes gestes professionnels qui sont installés petit à petit, mais ça on pourra en reparler après. Voilà.
Écoutez, je ne vais pas recommencer mon petit laïus de ce matin. Vous étiez pour la plupart déjà présents quand j'ai expliqué qu'il me semblait important de parler de la place des femmes et de la part des femmes dans la culture et la démocratie. Mais j'ai quand même envie de poser une petite question à chacun des intervenants par rapport à cette thématique-là. Et par exemple, Christian, vous avez beaucoup parlé du spectateur. Hein. Je sais que vous avez employé le mot spectatrice 2 ou 3 fois, mais c'était le mot. Et donc, j'aimerais bien savoir, dans votre vision, votre concept du spectateur, de cette construction du spectateur, il me semble que le spectateur et la spectatrice, par définition, ne sont pas symétriques. Et donc, je me demandais comment vous intégriez ça dans votre analyse. C'est pleinement intégré, pour autant qu'on introduise quand même un paramètre dans l'affaire, c'est que je tente de construire une histoire culturelle, une histoire culturelle européenne du spectateur du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Bon, je passe sur la manière dont je définis les structures. Mais ça m'oblige à constater que spectateur, c'est un terme qui se constitue au XVIIIe, qui est construit au masculin et qui ne s'adresse qu'à des êtres masculins. Voilà. Et c'était juste pour m'entendre le dire. Enfin, je le dis. Je crois avoir glissé tout à l'heure dans un bout de phrase que spectatrice ne se dit qu'à partir de, au 19e, sauf une exception, un journal pendant la Révolution française qui s'appelait la Spectatrice, j'ai oublié, révolutionnaire, je ne sais plus, sauf que c'était un journal tenu par des hommes, mais qui s'appelait la Spectatrice, ce qui est problématique. Peu importe. Voilà, donc c'est pleinement intégré. Et dans la dernière dimension, donc dans le volume là, qui vient de sortir, Spectateur et politique, spectateur, je suis obligé à un moment ou à un autre, je le dis en début de livre, de codifier mon affaire sous peine d'avoir des phrases illisibles. C'est-à-dire, premièrement, spectateur va englober spectatrice et spectateur, mais deuxièmement, spectateur va englober aussi l'auditeur de concert, etc., etc. Et il y a un moment où on ne peut pas avoir des phrases avec tous les verbes et avec tous les mots, etc., etc. Donc, mais je le dis. Je pense que c'est important que ce soit dit. Après, on fait comme on peut. Et dernière remarque à propos de spectateurs et de spectatrices, j'ai voulu, voilà, ça fait partie de la table des matières, qu'il y ait, alors non pas parité, simplement parce que je n'y suis pas arrivé, mais qu'il y ait effectivement spectatrices et spectateurs dans la table des matières du livre. Bon, maintenant, comme dans toutes les affaires de parité, soyons mesquins 2 secondes et demie, je passe mon temps à élaborer des numéros de revue, etc., en insistant pour qu'il y ait la parité au départ. Et puis alors le jeu des défections, des changements, etc., fait qu'à l'arrivée, on n'est jamais dans la parité. Mais je veux dire, voilà, on essaye en tout cas. Voilà. Et donc c'est intégré dans mon livre, ça c'est sûr. Oui, je voulais demander à Karine, j'ai vu les expositions, je sais qu'il y a souvent des artistes femmes qui exposent. Je suis persuadée que tu ne fais pas des petits calculs, non. Mais en même temps, comment se fait-il que chez toi, il y a des artistes femmes et que dans d'autres galeries, il n'y en a pas? Est-ce que tu ne sais pas? Non, moi je ne pars pas du tout. Je suis tout à fait contre l'idée de l'art des femmes, par exemple. Il y a l'art et il n'y a pas spécifiquement, parce que ça s'emploie quand même, l'art des femmes. Il y a une expression artistique et c'est lié à l'individu, qu'il soit homme ou femme, c'est lié à son existence. Mais je ne fais évidemment pas de différence entre, ça me semble tout à fait logique, entre l'homme et la femme dans les expositions que je fais. Et je ne fais pas de calcul, comme je ne fais pas de calcul entre les artistes de la marge et les artistes officiels. Moi, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'on peut te demander comment tu trouves les artistes pour tes expositions? Comment tu procèdes? Alors, c'est des longues recherches parce que, comme le soulignait aussi, j'ai oublié ton prénom, voilà, Arnaud, il faut faire très attention par rapport à la pratique amateur. À partir de quand, et je reviens sur cet élément de limite, à partir de quand est-ce qu'on peut réellement parler d'une œuvre d'art? Donc je fais beaucoup de recherches en milieu institutionnel, en psychiatrie, mais aussi auprès d'artistes isolés. Et puis les choix sont toujours très subjectifs. Là, je suis, comme je disais au début, je deviens une spectatrice. Et ces œuvres vont s'inscrire dans un propos que j'ai envie de défendre, qui est souvent un propos qui est lié au processus
artistique, mais aussi au processus du regardeur. Il y a un terme flamand féminin pour regardeur. Regardeuse. Regardeuse. On Pour la invente, regardeuse. on invente. C'est marrant parce qu'en anglais, je pense qu'il n'y a que viewer. Il n'y a pas Male and female. male and female. Oui, c'est vrai. On ne fait pas la différence. Donc voilà, c'est une longue recherche et c'est quelque chose de très subjectif. Donc c'est très personnel. Ok. Et alors, je vais me tourner vers Arnaud pour lui demander, vous êtes enseignant aussi. Alors, je voulais savoir justement, dans votre pratique d'enseignant, vous avez sans doute aussi pas mal d'élèves, d'étudiantes féminines. Est-ce que dans votre enseignement, vous arrivez à faire passer quelque chose qui leur permettrait d'avoir une conscience, je dirais, des éventuels, de leur situation en tant que femme dans ce milieu-là, de l'histoire, hein, par exemple, de l'exclusion des femmes de la culture, par exemple. Est-ce que ça se pratique dans votre école? Est-ce qu'on donne aux étudiants des outils qui leur permettent de se situer par rapport à cette question du genre? Alors, on donne des outils aux étudiants pour qu'ils puissent se saisir des questions de l'architecture et de l'expression de façon tout à fait à la fois pertinente, d'être créatif et de développer l'individualité. Donc c'est plutôt des outils d'individuation, on va dire, qu'on soit homme ou femme. Moi, je ne fais pas de différence. Après, je sais que dans le milieu de l'architecture, il y a une vraie difficulté à être femme architecte et que nous avons beaucoup de femmes qui tendent à devenir architectes, mais qu'après, dans la réalité des faits, alors je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, pour en revenir à la formation, non, moi je ne fais pas de différence entre les étudiants et les étudiantes, surtout pas. Enfin, surtout pas. C'est une image. Non, parfois, on se demande s'il ne faudrait pas un petit traitement différent, justement, pour éliminer les discriminations, les inégalités. Oui, mais je ne sais pas si ce traitement-là ne met pas le doigt sur justement ce qu'il faudrait éliminer. Donc, après, je pense que c'est plus l'intelligence de l'enseignant d'être autant attentif à l'étudiant qu'à l'étudiante. Et ça, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas qu'un rapport de séduction ou un rapport de pédagogie, c'est aussi comment finalement on aide un peu plus ou un peu moins des garçons ou des filles. Et ça, on sait qu'il y a beaucoup de textes en sciences de l'éducation qui posent cette problématique-là. En tout cas, moi j'essaie d'être le plus accompagnant dans mon job d'enseignant, et pour les uns et pour les autres. Et je sais qu'il y a des collègues qui sont plus attentifs aux filles.